Les deux frères étaient surtout connus comme de bons vivants, amateurs de foot, de sorties en boîte et de filles. Brahim, le grand frère, vendait de la drogue à l'occasion. Est-ce que eux, ils priaient, est-ce qu'ils fréquentaient les mosquées? Vous allez rigoler, ils ont commencé à prier depuis 3 mois, ils ont commencé à faire du sport depuis 3 mois. C'est-à-dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Ils sont entraînés depuis 3 mois, et ils prient depuis 3 mois, et ils arrêtent de fumer depuis 3 mois. Ça veut dire quoi ça pour vous? Leurs préparatifs, les frères Abdeslam vont s'en occuper jusqu'au dernier moment. Depuis le domicile familial, situé dans cet immeuble du centre de Molenbeek. Youssef en a été témoin, en assistant à une étrange discussion la veille des attentats. Jeudi soir, je suis chez moi. J'attends une dispute, mais une dispute énorme. Hein. Et je me penche par la fenêtre. Je vois les deux frères qui sont là, qui se bagarrent entre eux. Pourquoi? La seule chose que j'ai compris, c'est moi, j'irai pas si j'ai pas l'argent. Et l'autre, il lui dit non, tu vas y aller. Il lui dit moi, si j'ai pas de pognon, je bouge pas. Sans pognon, j'y vais pas. Et ça s'est passé jeudi soir. Finalement, c'est bien ensemble qu'ils se rendront à Paris le lendemain. Nous partons à Miami, entendre une autre parole. Celle de Rothschild Augustine. En 2007, il a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Il vient d'être libéré. Nous le retrouvons à Liberty City, l'un des quartiers les plus pauvres de Miami. Le gouvernement nous a piégés. Tout le monde savait qu'on ne ferait jamais aucun acte terroriste. L'informateur nous a poussés, piégés pour créer une affaire. Rothschild croise la route d'un informateur du FBI il y a 8 ans. À l'époque, il fait partie d'un groupe de 7 jeunes désœuvrés qui traînent dans les rues de Miami. Une mission de surveillance est lancée. L'informateur, c'est Eli Assad, un ancien dealer qui renseigne le FBI depuis plusieurs années. Encore une fois, il fait miroiter de l'argent aux hommes s'ils planifient un attentat. 40 000 € pour faire exploser le siège du FBI à Miami. Mais au fil des mois, rien ne se met en place. Alors Eli Assad imagine autre chose. Ce jour-là, il convoque tout le monde chez lui. Je représente Oussama Ben Laden. C'est lui qui parle sur cette vidéo. Sous les caméras de surveillance du FBI, il demande au groupe de réciter un serment à Al-Qaïda qu'il leur dicte mot pour mot. Trevor Aronson a tenté de démontrer à plusieurs reprises que des hommes avaient été piégés. Bonjour, comment ça va? Ce jour-là, il a rendez-vous avec Avni Osmakak. Son frère vient d'être condamné à 40 ans de prison pour complot terroriste. Cette fois encore, il était en contact avec un informateur du FBI. Votre frère a changé après avoir rencontré l'informateur? Il a commencé à s'habiller en habits traditionnels musulmans, à mettre un turban. Ça, c'est l'informateur qui lui a demandé de le faire. Il lui disait que tous les bons musulmans devaient s'habiller comme ça. D'après Avni, son frère aurait été manipulé du début à la fin par le FBI. Dans cette affaire aussi, tout a été enregistré. L'informateur a procuré des armes à Sami Osmakak. Il lui a appris à s'en servir. Il l'aurait poussé à enregistrer cette vidéo djihadiste. C'est l'infiltré du FBI qui tient la caméra. Nous voulons nous venger des infidèles américains qui font couler le sang en Irak. Nous allons faire couler votre sang, celui de vos femmes et de vos enfants. Sa ceinture d'explosifs, le revolver et la Kalachnikov posée à côté de lui sont factices. La thèse de la manipulation, avancée par les avocats, n'a pas été retenue. Pour le journaliste Trevor Aronson, ce cas ressemble à d'autres histoires qu'il a révélées. D'après lui, il s'agirait bien d'un piège.
Ce qui est significatif dans le cas de Sami Osmakak, c'est que comme les autres affaires, on dirait que le FBI a tout orchestré. Chaque détail, y compris les mots que Sami Osmakak a prononcés. Il a aussi été manipulé par l'informateur qui lui a promis de l'argent. Mike German a travaillé pendant 25 ans comme agent spécial du FBI. Il a démissionné en 2004 après avoir dénoncé les dérives de la lutte antiterroriste. À l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. La seule chose que j'ai compris, c'est moi, j'irai pas si j'ai pas l'argent. Et l'autre, il lui dit non, tu vas y aller. Il lui dit, moi, si j'ai pas de pognon, je bouge pas. Sans pognon, j'y vais pas. Et ça s'est passé jeudi soir. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes Pourquoi? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous.